Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Guillaume Dard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Président de Montpensier à Bevel, vice-président de l'Association française de gestion financière. C'est encore l'époque des vœux, absolument. Face à vous, Éric Hayat. Bonjour Éric. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Directeur du département analyse et prévision à l'EFCE. Et André Lescouille-Pétry. Bonjour André. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Président de l'Agence européenne d'innovation de rupture, JEDI, et fondateur du fonds à Capital. Bienvenue à tous les trois. On va commencer par parler démographie en ce début d'année avec le bilan démographique 2025 de l'INSEE et ce chiffre choc, 1,56 enfants par femme. C'est bien moins que les pires scénarios escomptés ces dernières années par l'INED. Alors, quelle piste pour relever ce choc démographique? On va commencer par voir les conséquences, d'ailleurs les conséquences économiques évidemment de cette tendance fondamentale. Je vois que Guillaume Dard a plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire parce que Raphaël, d'abord c'est un sujet que vous aimez bien, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. C'est un sujet majeur. Il y a le théorème de Raphaël qui est de dire c'est à cause des 17 mètres carrés d'immobilier qui manquent aux Français qui donc ne font pas l'enfant complémentaire. Mais vous n'êtes pas le seul à vous être ému de ce sujet. On ne se reproduit pas en cage, titre aujourd'hui le Figaro. Mais c'est un sujet éternel. Déjà, dans la République de Platon, Platon s'étonne de l'attitude de la civilisation athénienne qui se laisse aller et qui, à cause du luxe et de l'égoïsme, ne fait pas assez d'enfants et annonce que Athènes va être envahie par les affranchis et les barbares. À Rome, rien de neuf sous le soleil. À Rome, il y a le même sujet. Et d'ailleurs, il va y avoir, Tacite le commente, et puis il y a toutes ces lois juliennes. Les lois juliennes, c'est qu'on était obligé de se marier, tout citoyen romain, entre 20 ans et 60 ans, est obligé de se marier. On avait même imposé des droits de succession très forts pour tous ceux qui n'avaient pas d'enfants, c'est-à-dire qu'on leur prenait tous leurs biens. Les lettrés confucéens s'étonnent du sujet. Donc en fait, l'histoire de l'humanité, elle a été marquée par des baby-boss, c'est ça, oliganthropie si vous voulez, et des baby-booms. Et ni les uns ni les autres ne sont très clairs à analyser. Il y a une tendance, bien sûr, à ce qu'il y ait moins d'enfants, puisqu'il y a la contraception, etc. Et comme il y avait beaucoup moins de morts, on avait une croissance démographique. Mais les variations instantanées, d'ailleurs même le baby-boom, c'est incompréhensible. Les gens commencent en 43 à faire davantage d'enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Japonais c'était et les vainqueurs et les vaincus. Les Japonais, ils ont recommencé à faire des enfants, même avec la bombe atomique. Donc c'est très complexe. Et quant au Covid, là, ça a fait baisser, alors que d'habitude, les épidémies, ça fait au contraire monter la natalité. Éric. C'est vrai. Alors, je vais revenir un peu plus sur le court terme, mais là, ce dont on parle, c'est le taux de fécondité conjoncturel. Oui. Et donc, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de femmes, on regarde le nombre d'enfants et on divise l'un par l'autre. Oui. Et donc, ok. Attention, ça ne veut pas dire que les femmes vont faire moins d'enfants. Ça, c'est le taux de descendance finale. Et c'est ça qui est important, c'est le taux de descendance finale. Or, qu'est-ce que l'on note? On note que l'âge de la maternité se décale. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on les fait de plus en plus tard. Et le taux de descendance 32 finale... ans. Voilà. Et alors qu'il était que de 25 ans. Donc, attention, il est possible que le taux de descendance finale n'est pas trop évolué et le dernier statistique, c'est au-dessus de 2. Donc les femmes, pour le taux de renouvellement des générations, au niveau de leur vie, auront quand même fait 2 enfants, mais puisqu'il y a un décalage, on va le savoir plus tard. Et le taux de fécondité conjoncturelle a baissé au moment du Covid, effectivement. Et dans les statistiques qui ont été données hier, on voit qu'il y a eu beaucoup moins de mariages pendant cette période-là, beaucoup moins de rencontres. Ça reprend. Et là, ça reprend. Quand même. Donc c'est possible que du coup, puisque vous ne faites pas un enfant tout de suite après l'année du mariage, il est possible que du coup ça reparte à la hausse. Ça reparte à la hausse. Attention, hein, c'est juste pour mettre un petit côté positif. Le deuxième côté positif qui n'est pas assez mis en avant, me semble-t-il, c'est du positif relatif. Hein. On n'arrête pas de dire qu'on est toujours les plus structurellement, quand même, on est quand même sur une baisse de la natalité. Oui, on est sur une baisse. Ans. Non, mais ça c'est indéniable, il faut le dire. Oui. Mais et c'est partout en Occident. Mais c'est même pire. Il veut dire que c'est mieux en France. Mais voilà, c'est-à-dire que quand vous regardez les 27 pays de l'Union européenne,
on est le numéro 2. On est quand même tout en haut du classement. Donc, vous voyez, se dire que c'est uniquement une raison française, non. Ça a baissé beaucoup plus ailleurs qu'en France. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit le logement entre nous. Moi, je pense que le logement, c'est quelque chose. Il faudrait qu'on s'y intéresse parce que dès qu'on parle de mauvaise intégration sur le marché du travail, il y a le logement. Dès qu'on parle d'inégalité et d'échec scolaire des enfants, il y a le logement. Dès qu'on parle, ok, le logement est au cœur de tout. C'est important quand même, attention, là où on habite, le confort dans lequel on vit. Non, mais si c'était ça, d'accord, en gros, globalement, on n'aurait pas un taux de fécondité conjoncturelle ou même de descendance au-dessus des autres. On est même dans les statistiques plutôt moins bien logés qu'ailleurs. Donc, vous voyez, il y a d'autres raisons. C'est une raison parmi tant d'autres. Moi, je pense qu'il faut aller chercher plutôt, pas du côté économique, mais des sociologues. Et vous voyez, qui nous disent, comme Camille Penny, qui nous dit, on est dans une société beaucoup plus égoïste, où aujourd'hui, globalement, on préfère maximiser son bien-être, et maximiser son bien-être et sa carrière, malheureusement, ça a des conséquences sur le taux de fécondité. C'est ce que disait Platon. Bon, on a la perspective historique, on a les causes sociologiques. André Lecroux-Pietri. Ma référence de Platon que je voulais utiliser aussi, je vais juste rappeler qu'effectivement, on est quand même un peu mieux logé que d'autres. Je donne juste un chiffre vraiment très, très fort. La Chine, si elle continue comme ça, à 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, le scénario médian, d'ailleurs pas le pire, c'est 630 millions d'habitants en 2100. Donc, population la Corée divisée par est à 0,7 de taux de fécondité, là plutôt structurelle, elle disparaît à la fin du siècle. Donc en fait, vous avez des situations ou des pays qui s'éteignent. Donc je pense qu'on est effectivement mieux placé. Donc là, moi, peut-être un troisième élément à amener, c'est l'aspect plus scientifique. On constate quand même 3 choses. Un, chez les hommes, il y a ce phénomène de azospermie, c'est-à-dire il y a moins de spermatozoïdes dans le sperme masculin. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui est constaté depuis 10-15 ans. Vous avez les mêmes phénomènes de problèmes d'éovulation chez les femmes et on le comprend assez mal, mais clairement, il y a sûrement un lien avec l'alimentation, c'est des raisons physiologiques aussi, selon vous, sociologiques, qui ont vraiment un impact aujourd'hui sur le taux de fécondité. Donc vous pouvez, là pour le coup, je vais un petit peu dans ce sens-là, vous pouvez augmenter le nombre de mètres carrés. Si effectivement le taux de conversion, pour parler ça comme ça, diminue à cause de sujets vraiment physiologiques et scientifiques, là il y a une vraie interrogation à avoir sur, évidemment, notre alimentation, sujet d'actualité évidemment, et sur la capacité aussi de comprendre le lien qu'on connaît finalement assez mal entre qualité des sols, qualité des aliments et santé humaine. Ça, c'est un champ d'investigation scientifique. Je crois que le président voulait faire du réarmement démographique une des grandes causes nationales. Nous, on est tout à fait prêts à lancer des programmes scientifiques là-dessus, mais on les attend toujours. Bon. Alors, ça a des conséquences économiques, cette évolution quand même absolument majeure, on peut les lister. Vous avez tout à fait raison. Et pour aller quand même dans le sens d'Éric, j'ai vu hier les projections pour l'Europe. Et alors c'était intéressant parce que pour la France, on était quand même en 2100, je ne sais pas quelle est la source exacte, mais enfin, on est à 67 millions. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de mouvement jusqu'à 2100. On est à 69 aujourd'hui. Voilà, 69-67. Pour la Grande-Bretagne, c'est comparable. L'Allemagne, elle perd un cran puisqu'elle descend, elle est à 82 millions à peu près, elle descendrait à notre niveau à 67 millions. Et ceux qui souffriraient énormément sont les 2 grands pays du Sud, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne, qui descendraient en dessous des 40 millions, genre 34 millions, 39 millions, alors qu'ils sont une soixantaine. C'est une réduction d'un tiers. Donc une réduction d'un tiers. Donc c'est très très fort. Économiquement, c'est assez délicat de voir quelles sont les conséquences. Ce qui est clair, alors si on prend notre modèle social français, effectivement, s'il n'y a pas d'enfants, et en même temps, s'il n'y a pas d'enfants bien intégrés sur le marché du travail qui gagnent bien leur vie, il sera en cause. Mais pour l'Italie et l'Espagne, ça va être très compliqué. Le chiffre à retenir, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on pèse à peu près 10% de la population mondiale. Donc c'est à peu près 800 millions sur 8 milliards, l'Europe. L'Europe. Et on passerait à 5%, c'est-à-dire on serait à peu près à 500-550 millions sur un total de 10 milliards. Et c'est pas un sujet occidental, puisque l'Asie, qui aujourd'hui est bien au-delà, serait dépassée par l'Afrique
l'Afrique à peu près à 4 milliards d'habitants et on va dire l'Occident comme on le connaît aujourd'hui passerait de... Donc le grand effacement n'est pas qu'économique, il risque d'être démographique aussi. Les conséquences économiques. Il faut réagir sur mon compte Twitter @legenrat. J'ai Joris Guillot qui nous dit impossibilité à se loger décemment, perte de pouvoir d'achat, dérèglement climatique, montée des tensions mondiales. Et vous vous demandez pourquoi. Désolé, mais vous êtes hors sol. Tension mondiale, on a dit, c'est recommencé en 1943. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de tension mondiale en 1943 si vous étiez japonais ou français ou même allemand sous le Blitz. Non, mais tout ça joue. Eric Heyer. L'auditeur a raison, mais globalement, structurellement, il y a d'autres raisons à cela. C'est ce qu'on essaie de dire. C'est quoi les conséquences? Donc, vous voyez, si vous regardez la croissance de demain, elle est globalement la somme de la démographie plus la productivité. D'accord? Donc, si votre démographie chute, il y a une partie de votre croissance de demain qui chute. Ensuite, le fait que la démographie chute et qu'il y a un vieillissement de la population, globalement, ça joue. Ça, ce sont les études qui maintenant convergent toutes vers... Ça fait baisser la productivité. Le vieillissement de la population fait baisser la productivité. Donc vous dites vieillissement de la population, démographie. C'est pas un horizon très joyeux. Ça fait votre croissance potentielle qui est en train de chuter. Donc, le Trésor a revu la croissance potentielle de la France à la baisse. Oui, alors pas forcément, de 1,3 à très court terme. Du fait de la démographie à long terme. Oui. Alors la croissance potentielle dont parle le Trésor, c'est celle de demain et après, vraiment de 2027-2028. Donc on peut pas considérer que ça a des conséquences aussi rapides. Mais vous avez raison, sur le moyen et long terme, ça va baisser. Donc, 2027, effectivement, s'il y a moins de croissance, donc il y a moins de richesse, puisqu'il y a un vieillissement. Et moi, je pense que l'absence dans tout cela, et attention, un des problèmes majeurs, c'est qu'en vieillissant, il y aura une dépendance qui va être de plus en plus forte dans le vieillissement. Et donc, là, il me semble qu'il va falloir une loi sur la grande dépendance. C'est indispensable. Qu'on attend toujours. Mais oui, parce que le financement de la dépendance, on n'y est pas. Et donc, je pense qu'il va falloir se poser deux questions. D'abord, quel type de dépendance on veut mettre en place? Est-ce que c'est le système d'aujourd'hui avec les EHPAD où on se rend compte que globalement, c'est quoi? C'est 63% d'aujourd'hui des EHPAD qui sont en difficulté financière. Donc, ça ne marche pas, etc. Ça coûte très très cher à ceux qui veulent entrer dans ces établissements et globalement, c'est pas finançable. Donc, est-ce qu'on doit réfléchir? Est-ce qu'on peut garder nos seniors un peu plus vieillir longtemps chez soi, c'est très compliqué aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si l'objectif de tout le monde, mais c'est difficile. Okay. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comment on le finance? Est-ce que c'est par un impôt? Ah non, pas d'impôt tout de suite. Là. Mais non, mais c'est une question. Est-ce que c'est par un impôt ou est-ce que c'est par... Non, mais il y aura un coût, au vieillissement. Mais bien entendu. Et donc, est-ce qu'on dit c'est un impôt et donc il y a de la solidarité, ou est-ce qu'on dit que c'est de l'assurantiel? Et là, il va falloir mettre en place ces dispositifs. Mais ça se prépare. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, on ne le prépare pas assez, à mon sens. Et donc, on va tout droit dans un mur et surtout, on dit aux retraités, c'est pas à toi de financer la dépendance. Si, en fait, les retraités doivent être mis à contribution dans cette dépendance parce que les retraités deviendront dépendants un jour ou l'autre. André puis Guillaume. Oui, alors l'horizon noir n'est pas forcément une fatalité parce qu'on voit ce qui se passe en ce moment au Japon. Le Japon connaît en fait sur une partie de son industrie une espèce de résurgence, notamment sur les sujets de la robotique. Bah oui. Et IA et robotique, ça a été tiré par le vieillissement de la population qui fait qu'aujourd'hui, ces EHPAD qui coûtent très très cher, c'est aussi à cause des coûts salariaux parce que c'est extrêmement intensif en personnel. D'ailleurs, on n'en trouve pas assez, donc on ne va pas remplacer des gens par des robots. Aujourd'hui, on va surtout remplacer des services qui ne sont pas rendus. Et je cite aussi cet exemple des voitures autonomes. Vous savez, on a beaucoup parlé d'Elon Musk qui aujourd'hui délaisse quelque part le véhicule électrique pour passer tout de suite au véhicule plein autonome. Si on veut véritablement avoir des seniors qui vieillissent plus longtemps chez eux, il faut leur permettre des solutions de mobilité. Donc là, il y a, et on va parler de l'Europe, le problème qu'on a, c'est que les gens qui s'occupent du vieillissement ne sont pas ceux qui s'occupent de la politique industrielle. Et en fait, ces sujets-là sont totalement transverses. Il y a une capacité de créer une immense filière robotique d'appui, d'autonomie, qui permettrait d'aller un peu dans le sens et de faire de ce vieillissement presque une opportunité économique. Le maître mot, c'est anticipation, et c'est ce qu'on a
tant manqué ces 25 dernières années dans les politiques moi, je publiques. suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire André. Une des solutions, d'ailleurs, aussi sur le plan économique, c'est de la remontée de la productivité globale. Ça va être de savoir s'il y a. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui divergent. On peut dire, je sais pas, le FMI, c'est 1% par an. McKinsey, ils imaginent un scénario à 3. Et ceux qui sont très, très enthousiastes, qui ont des blue sky scénarios jusqu'à 10%. Donc, à la fois, pour ce problème, face à ce problème de vieillissement de la population, on a, sur le plan économique, l'IA et la robotisation sera une solution. Il suffit de voir les usines d'automobiles chinoises où il n'y a plus un ouvrier. Donc, on pourra toujours fabriquer. Les 600 millions dont de je parlais l'autre côté, pour le phénomène de la dépendance, et Eric a raison de souligner, c'est un problème dramatique pour la société si on n'arrive pas à le régler. Il faut espérer qu'on arrivera à trouver un certain nombre de solutions. Et au CES à Las Vegas, il y avait un ami qui m'a envoyé un certain nombre d'images. C'est ahurissant ce qui est en train de se passer sur les robots. Donc ça rendra un certain nombre de services. On l'a beaucoup traité avec Anthony Morel qui était sur place chez nous et les robots étaient absolument de partout. Effectivement, c'est un enjeu de travail aussi, évidemment. Il y a un enjeu de travail et un enjeu de migration. C'est-à-dire que globalement, puisqu'on est en concurrence, tout le monde vieillit, tout le monde perd en démographie. La France moins que les autres, mais tout le monde perd. Ça veut dire que tout le monde va essayer d'attirer les meilleurs immigrés. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, si vous continuez à avoir des personnes qui travaillent chez vous, mais puisque la population active va baisser, c'est là aujourd'hui, si notre population augmente, c'est parce que il y a le nombre d'immigrés qui augmente. Donc il y aura une concurrence là-dedans, et donc il y aura deux choses l'une. Soit on dit on veut attirer des personnes chez nous, d'accord, pour travailler. Soit on dit non, on ne veut plus d'immigrés. Et donc, d'accord, mais ça veut dire qu'il va falloir assumer le fait qu'on délocalise nos usines là où il y a la population. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas dire ça sera ni l'un ni l'autre. Jean-Marc Daniel serait là, il vous dirait Mumbai, il faut partir. Mais bien entendu. Mais pourquoi est-ce que des usines, est-ce qu'on est certain qu'il va y avoir besoin de gens ? Je répète l'exemple des usines chinoises. Sans lumière. Il n'y a pas de lumière et il n'y a plus que des robots. Je ne vois pas où sont vos emplois industriels. Parce que ce n'est pas que de l'industrie, les emplois. Vous n'avez pas dit industriel. Alors, non, mais il y aura peut-être de l'industrie, mais il y aura aussi, vous voyez, avec la dépendance, un besoin de personnes pour s'occuper de nos seniors. Sur l'industrie. Oui, d'accord. Non, mais il y a à la fois l'industrie, mais ça, il va nécessiter quand même un tout petit peu de personnes, mais surtout, il va falloir des personnes. Et donc moi, je ne vois pas comment, aujourd'hui, mais non, on peut quand même avoir la stratégie d'essayer de réfléchir à comment on va essayer d'accueillir les immigrés et les intégrer, d'accord ? Parce qu'on en aura besoin, quoi qu'il arrive, soit pour nos industries, si on veut un peu les garder, et moi, je pense qu'il en faudra quand même, ça ne sera pas des usines sans personnel, moi, ça, je n'y crois pas complètement, d'accord ? Il y a toujours... Moins certainement... Oui, mais c'est vrai que c'est des modèles chinois. Enfin, c'est assez spectaculaire en Chine. Prenez l'industrie en logistique. Prenez l'industrie automobile française. Alors d'abord, on produit beaucoup moins d'automobiles, mais au total, il n'y a plus d'emplois, c'est fini. Mais comment ça ? Il y a plus de 2 millions d'emplois encore industriels. Vous voyez, et au contraire, on continue à en créer. Là, depuis 2019, on a créé des emplois industriels. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des gains de productivité. Mais par unité de production, il y a de moins en moins de gens. Non, il y a une baisse de la productivité. Non. Aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, il y a eu plus de création d'emplois dans l'industrie que de valeur ajoutée depuis 2019. Il y a eu des pertes de productivité. Donc on a baissé en productivité. Oui, on a baissé en productivité, mais donc c'est l'inverse de ce que dit Guillaume, c'est-à-dire qu'au contraire, on n'a pas fait des gains et donc il y a plus d'emplois. Industrie, il y a une baisse du nombre d'employés à ISO Industrie. Non, si vous regardez la valeur ajoutée, regardez la valeur ajoutée industrielle. On vérifiera. L'industrie automobile, le nombre de véhicules produits divisé par le nombre d'ouvriers qui travaillent, je pense que ça augmente très fortement. Juste une statistique. La valeur ajoutée dans l'industrie par rapport à 2019, on est en récession. Aujourd'hui, on produit moins d'industrie que l'on produisait en 2019. Le nombre d'emplois industriels... La valeur ajoutée dans le PIB. Non, la valeur ajoutée industrielle aujourd'hui. Et la part de l'industrie dans le PIB également. Oui, du coup, parce qu'il y a eu de PIB. Donc, la valeur ajoutée aujourd'hui industrielle est inférieure à la valeur ajoutée industrielle de 2019, en volume. D'accord ? En France ? En France, oui. C'est dramatique. Oui, d'accord. Le nombre d'emplois industriels a augmenté. Donc,
Guillaume, vous ne pouvez pas dire cela. Donc, il y a eu plus d'emplois. Je parle globalement dans le monde. Et je parle de la France. Construit dans le monde et par le nombre d'ouvriers. Enfin, allez voir les usines chinoises. OK. En France, est-ce qu'on est d'accord en France, on a baissé en productivité industrielle depuis 2019. Donc, ça veut dire que les emplois pourront continuer aussi. Est-ce qu'à long terme, les emplois industriels vont continuer ? Je n'ai pas l'automobile en tête, mais l'industrie, on a parlé de l'industrie. Donc, il n'y a pas que l'automobile. On va continuer avec vous, Éric, de parler emploi et de perspectives d'emploi. Il nous reste 5 minutes avant la coupure pub. Les perspectives d'emploi 2026. Pour une fois, l'OFCE est plus pessimiste que les autres organismes de prévision. Expliquez-nous pourquoi. Optimiste, c'est toujours compliqué à vraiment bien définir. Parce que, vous voyez, pourquoi on a eu des très bons résultats sur l'emploi au cours de l'année surprenant, effectivement. OK. C'est parce qu'on a perdu en productivité. Mais alors, est-ce que c'est optimiste ou pessimiste de dire cette phrase-là ? Donc, le gouvernement, pour traduire ce phénomène, dit on a enrichi la croissance en emploi. C'est-à-dire que nos politiques ont permis, avec une croissance donnée, de créer plus d'emplois qu'avant. Bon. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Moi, je considère que c'est pas très bien, dans le sens où une perte de productivité, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Alors certes, vous dites, je vais créer beaucoup d'emplois, super, mais quand vous perdez en productivité, il faut que quelqu'un paye cette perte de productivité. Ces pertes de productivité, il n'y a que 3 acteurs qui peuvent le supporter. Soit c'est l'État, qui finance l'emploi, et donc ça fait du déficit. Soit c'est les salariés qui acceptent une perte de leur salaire réel, du pouvoir d'achat du salaire, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Soit c'est les entreprises qui assument tout cela en baissant leurs marges. Donc, vous voyez, il n'y a pas de très bonne nouvelle. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé en 2025 ? Ce qui s'est passé depuis 2019, c'est que les marges des entreprises globales, macro, n'ont pas baissé, et donc c'est les salariés qui ont perdu en pouvoir d'achat, 2%, 2,2 exactement, nous dit l'INSEE, et les finances publiques qui se sont dégradées, quasiment 6% de déficit. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les deux qui ont perdu disent c'est terminé. C'est-à-dire que les salariés réclament des hausses de pouvoir d'achat et les finances publiques veulent se rétablir. Et comment elles se rétablissent ? En enlevant les aides à l'apprentissage, qui avait effectivement financé une partie de l'emploi, et les aides aux entreprises, notamment tout ce qui s'était passé pendant le moment énergétique. Donc ça veut dire que, et contrairement à l'idée reçue, c'est que depuis 2023, la productivité revient. On est sur des gains de productivité de 1,7 en moyenne annuelle depuis 2 ans et demi. Ce qui est une très bonne nouvelle pour l'économie française. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie française, c'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi, parce que si vous faites 1% de croissance, avec un set de productivité... Tout dépend de la croissance aussi, Éric. D'accord, mais et c'est pour ça... Si on a un peu d'activité, ça aide. Du coup, les perspectives de croissance, on est peu ou prou tous d'accord. Ça ne veut pas dire que... Autour du pourcent. Aux alentours de 1% l'année prochaine. Ça ne veut pas dire, quand on est tous d'accord, qu'on aura raison. Absolument. Mais globalement, on est autour de 1. Vous voyez, nous, on est en train de dire, attention, les gains de productivité reviennent. Et on pense que c'est une bonne nouvelle. Mais sauf que si les gains de productivité sont au-dessus de 1%, ça fait des destructions d'emplois. Et c'est là tout le débat chez les conjoncturistes. Est-ce que les gains de productivité redémarrent ou s'arrêtent ? Et vous avez ceux qui disent, c'est terminé, les gains de productivité, on n'en voit plus. Et donc, du coup, ils mettent encore des créations d'emplois. Le gouvernement est plutôt sur un 0,8 de gain de productivité. Puisqu'ils ont 0,8, 1 de croissance, ils disent ça va être flat. D'accord, donc pas. Et nous, effectivement, on dit on a des gains de productivité qui vont continuer à redémarrer parce qu'on a. Grâce à quoi ? C'est l'IA, ça ? Non, c'est pas l'IA, c'est le rattrapage. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on est revenu... On a traînaillé après post-Covid, la France est un peu ralentie. Dans le rythme de travail, vous le voyez bien. Et donc, il est clair, moi je ne veux pas discuter avec Éric les chiffres parce qu'il s'y accroche trop fortement pour que je Nous avons le meilleur spécialiste de l'emploi sur le plateau aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que s'il n'y a pas d'augmentation de productivité, il ne peut pas y avoir d'augmentation de niveau de vie globalement à long terme. Ça n'est basé que là-dessus. Donc j'espère que Éric a raison et que les chiffres vont bien remonter en termes de productivité en France. C'est clé, ne serait-ce qu'en termes de compétitivité internationale. Mais ça veut dire, qu'il y aurait des mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi. Oui. Parce que la croissance est faible. Donc c'est un peu cela, c'est toujours pareil, je ne sais pas ce qu'on appelle pessimiste et optimiste. Pour moi, les gains de productivité, comme le dit Guillaume, c'est ça qui permet effectivement de redistribuer du pouvoir d'achat. Et donc, le risque entre nous, c'est que si notre scénario est juste,
ça va être bien pour l'économie française à terme, mais il y aura quand même une dualité. Et à court terme, c'est une montée du chômage. Ben oui, et donc vous nous rappelez vos prévisions de chômage à fin 2026 ? 8,2. C'est-à-dire que globalement, ceux qui ont la chance de garder leur emploi, les insiders, vont gagner en pouvoir d'achat parce qu'il y aura des gains de productivité, ça sera redistribué. Mais malheureusement, il y aura ceux qui vont perdre leur emploi si le taux de chômage, à eux, ils vont perdre en revenus et donc il y aura des inégalités au sein du marché du travail entre les insiders et les outsiders. Rappelez-moi de mémoire le mécanisme dynamique qu'on a mis en place sur l'assurance chômage. Est-ce que c'est pas à 8%, à partir de 8% qu'on va prolonger. Vous avez raison. Alors, c'est la contracyclicité qui est très bien. La contracyclicité, c'est-à-dire donc on allonge la durée d'indemnisation du chômage à partir d'un certain niveau. Voilà, c'est ça. Alors l'idée, c'est de dire quand la situation économique va bien, d'accord, il y a des créations d'emplois. Et donc, si tu es au chômage, c'est peut-être parce que tu ne recherches pas assez. Donc on va te mettre une petite pression supplémentaire en diminuant les droits. Et en revanche, quand la situation se dégrade, si tu es au chômage, c'est pas forcément de ta faute parce que la situation n'est pas bonne. Et donc là, on rallonge les droits. Alors attention, la contracyclicité, elle est intéressante dans les faits. Ce qui a été fait, c'est quand même, il y a des seuils. Et donc le seuil, il est à 9%. Tant qu'on n'est pas à 9%, on ne repasse pas dans l'autre seuil. Alors ils ont mis quand même un autre seuil, c'est que si le taux de chômage sur un trimestre augmente très fortement, le seuil, c'est 0,7, 0,8, je ne sais plus exactement. Là, d'un coup, on repasse. Il y a un choc économique. Pour les automobiles, il fallait 25 ouvriers en 60 pour une automobile. Attends, je vérifie, pas dire de bêtises. Il fallait un ouvrier construisait grosso modo 5 voitures en 1960, 10 en 2015 et 15 en 2024. La population, l'emploi industriel s'est effondré entre 2000 et 2020. Oui, mais remonte également. Mais il remonte dernièrement. Merci à tous pour ce débat passionnant. On va parler d'Europe en seconde partie de l'émission. On se retrouve tout de suite après une très courte page de pub. Ne quittez pas.